Merci, professeur. Je remercie à mon tour la CIR de m'avoir donné l'occasion de participer à la formation continue de nos médecins résidents. Et je remercie aussi l'équipe Novartis de nous avoir aussi donné cette occasion. Donc, ce soir, nous allons parler de la place de l'association sacubitril/valsartan dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et tout d'abord, je voudrais rappeler que l'insuffisance cardiaque est un réel problème de santé publique un peu partout dans le monde. Et la morbimortalité induite par cette maladie, elle avoisine les 50% à 5 ans et sa prévalence est autour de 10% chez les plus de 70 ans. Le traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire après avoir décongestionné les malades par les diurétiques de Lens, donc laisse place à des bloqueurs du système neuro-hormonaux, notamment les bloqueurs du système rénine-angiotensine, aldostérone, comme les antialdostérones, les IEC, les ARA2, et les bloqueurs du système nerveux autonome, les bêta-bloqueurs. Donc, ce traitement est dit sur mesure puisqu'il dépendra du profil hémodynamique du patient. Ça veut dire qu'il dépendra des chiffres tensionnels et de la fréquence cardiaque de nos malades. Mais à côté de ce traitement qui a largement démontré sa supériorité en termes de prévention de la mortalité d'origine cardiovasculaire et des réhospitalisations, on assiste actuellement à l'avènement de nouvelles thérapeutiques qui commencent à faire leur place, qui s'ajoutent à cet arsenal thérapeutique, notamment l'association sacubitril/valsartan, les dapagliflozine et le rosiguat. Alors aujourd'hui, on va parler de l'association sacubitril/valsartan et on va voir son intérêt dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que l'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone, elle est toujours, elle sera toujours dans le futur la pierre angulaire de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Cela a été confirmé depuis pratiquement une quarantaine d'années dans l'essai consensus qui a été publié à l'époque dans le New England, où l'enalapril a démontré de façon significative la réduction de la mortalité chez les patients qui étaient en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite par rapport au placebo, et ce de manière significative. Mais qu'en est-il des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2? Alors là, je rappelle l'étude Valeft qui a été publiée en 2001. D'accord. C'est une étude qui a essayé d'évaluer l'effet du valsartan, 40 mg 2 fois par jour, qui sera optimisé à 160 mg 2 fois par jour par rapport au placebo, en termes de réduction de la mortalité et de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque chez un groupe de patients qui étaient en classe fonctionnelle 2 à 4 de la NYHA et qui avaient une fraction d'éjection réduite, donc un groupe de patients de 5010 patients. Résultat, donc ici, sur cette coupe, on voit très bien que le valsartan il est non inférieur au placebo en termes de réduction de la mortalité chez un groupe de patients en insuffisance cardiaque réduite. Il a fallu donc un an plus tard que ces mêmes auteurs se rendent compte que le bras placebo de l'étude Valeft, donc ce n'était pas un vrai combat valsartan-placebo, mais plutôt le groupe placebo prenait des IEC. Donc c'était plutôt un combat valsartan-IEC. C'est pour ça que les résultats sur la mortalité étaient pratiquement non inférieurs dans le bras valsartan. Donc ils se sont intéressés à étudier le groupe de Valeft qui n'était pas sous IEC et le comparer au valsartan, donc valsartan placebo, et on voit très bien que les courbes se séparent au fil du temps, et bien sûr, le valsartan devient alors supérieur au placebo en termes de réduction de la mortalité. Donc, on aura une réduction de 33% de la mortalité chez les patients qui étaient sous valsartan par rapport au placebo. À côté du valsartan, apparaît une nouvelle molécule qui est le sacubitril, qui a en fait un effet inhibiteur de la néprilysine. Alors, c'est quoi la néprilysine? La néprilysine, c'est une enzyme qui va dégrader des peptides vasoactifs. Vous en connaissez plusieurs, notamment le natriurétique peptide. Alors, ces peptides, en temps normal, elles ont plusieurs effets qui sont bénéfiques sur le plan de traitement de l'insuffisance cardiaque. C'est surtout, ils luttent contre la rétention hydrosodée, donc ils ont un effet natriurétique. Ils ont aussi un effet anti-apoptotique. Ils ont un effet aussi au niveau vasculaire, qui vont diminuer le tonus vasculaire en faveur d'une vasodilatation et ils vont bloquer les systèmes neuro-hormonaux. Alors, le fait d'inhiber cette néprilysine nous donnera encore plus une augmentation de la valeur absolue ou la concentration de ces peptides au niveau plasmatique et on augmentera bien sûr ces effets qui sont bénéfiques chez les patients en insuffisance cardiaque. D'où donc est venue l'idée d'associer le sacubitril au valsartan pour obtenir à la fois un double effet bénéfique. Le premier, c'est le blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone en bloquant les récepteurs AT1 pour obtenir les effets vasodilatateurs
baisser la pression artérielle, l'effet natriurétique, la diminution de l'apoptose et bien sûr le fait de rajouter l'inhibiteur de la nitrilysine qui va diminuer la dégradation des facteurs ou de ces produits qui sont vasodilatateurs. Donc, en augmentant le taux plasmatique de ces produits-là, on aura bien sûr un effet natriurétique, on diminuera la pression artérielle, le tonus vasculaire et la fibrose myocardique et le remodelage. Donc, est-ce que ces éléments physiopathologiques dont on vient de parler à l'instant ont été conduits à des résultats cliniques dans des études randomisées? Ben oui. Alors, tout cela a été confirmé dans l'étude Paradigm Heart Failure ou Paradigm HF qui a été publiée en 2014. Alors, dans Paradigm, il faut connaître un peu le design de Paradigm, c'est qu'ils ont pris une population d'études qui était en classe 2 à 4 de la NYHA et qui était en agence cardiaque à fraction d'éjection réduite, qui avait un taux de BNP initial à 150 picogrammes par ml ou bien un NT-proBNP supérieur à 600 picogrammes par ml. Ces patients étaient plus ou moins stabilisés ou stables sous dose d'IEC ou DARA2 qui sont équivalents supérieur à 10 mg de l'énalapril par jour, à plus de 10 mg d'énalapril par jour pendant au moins 4 semaines. Ils étaient aussi sous bêta-bloquants chez les patients qui étaient stables. Il y a aussi quelques critères cliniques, notamment une pression artérielle qui était supérieure à 95 mm/Hg, un débit de filtration glomérulaire supérieur à 30 ml par minute par 1,73 m de surface corporelle, avec une calémie qui était inférieure à 5,4 au moment de la randomisation. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris pratiquement 10 000 patients donc qui étaient sous 10 mg 2 fois par jour d'énalapril pendant 2 semaines. Puis il y a une deuxième phase de la randomisation où on va prendre tous les patients qui ont toléré les 10 mg d'énalapril, on va les mettre sous sacubitril valsartan en commençant par la dose de 50 mg qui est commercialisée au Maroc, qui sera optimisée à la dose de 100 mg 2 fois par jour pendant 4 à 6 semaines pour l'optimisation. Ils ont obtenu 8442 patients. Ces 8442 patients seront randomisés en 2 bras. Un bras qui va garder le sacubitril valsartan à dose optimale qui est de 100 mg 2 fois par jour et un bras qui va recevoir l'énalapril 10 mg 2 fois par jour. Et bien sûr, le suivi sera fait sur 34 mois. Le critère composite primaire de l'étude Paradigme, c'était quoi? C'était la prévention du décès d'origine cardiovasculaire et les réhospitalisations pour décompensation cardiaque. Je vais rappeler quelques éléments très importants dans l'étude Paradigme, c'est que plus de 60% des patients dans les 2 bras, IEC ou sacubitril valsartan, ils avaient une cardiopathie ischémique. Dans les 2 bras, on avait pratiquement une fraction d'éjection aux alentours de 30%. Mais ce qui est encore plus important, regardez ici les chiffres des patients qui étaient en classe 2 de la NYHA. On peut dire que la majorité des patients de Paradigme étaient en classe 2 de la NYHA et en classe 3 de la NYHA. Donc 2 à 3 de la NYHA, peu de patients étaient en classe 4 et peu de patients étaient en classe 1. Donc, résultat de Paradigme, en termes de critères composites primaires qui regroupent le décès d'origine cardiovasculaire et la prévention des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque, il est clair que le LCZ ou le sacubitril valsartan faisait mieux que l'énalapril pour prévenir ce critère composite primaire. Mais quand on voit chaque critère à part, le sacubitril valsartan faisait mieux que l'énalapril en termes de prévention du décès d'origine cardiovasculaire, mieux que l'énalapril pour prévenir le décès d'origine toute cause et mieux que l'énalapril pour prévenir les réhospitalisations pour décompensation cardiaque. Maintenant, quant aux effets secondaires liés au traitement, regardez très bien qu'on avait un peu plus d'hypotension, qu'elle soit symptomatique ou symptomatique avec une pression artérielle inférieure à 90 mm de mercure dans le bras sacubitril valsartan par rapport à l'énalapril avec un P qui est significatif. On avait néanmoins plus d'augmentation ou plus d'aggravation de la fonction rénale chez les patients qui recevaient l'énalapril par rapport au sacubitril valsartan. Et concernant la calémie, alors on avait un peu plus d'hypercalémie et un peu plus de tout chez les patients qui étaient sous énalapril. Donc, la conclusion de Paradigme, c'est quoi? C'est que le sacubitril valsartan était supérieur à l'énalapril en termes de prévention des décès de toute cause, de décès d'origine cardiovasculaire et les réhospitalisations pour décompensation cardiaque chez la population des patients qui étaient en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite en classe 2 à 3 de la NYHA. Ces résultats, bien sûr, étaient obtenus après avoir optimisé le traitement à 100 mg 2 fois par jour. Il faut noter un peu plus d'hypotension symptomatique chez ce groupe de Paradigme. Et donc, il est conseillé dans la discussion de ne pas arrêter le traitement à ce moment-là. Il faut vérifier l'état
d'humidité du patient ou l'état de congestion du malade. Avant de prescrire les IEC ou les RA2, il ne faut pas vraiment rendre le malade sur le versant sec. Il faut toujours vérifier la volémie et la pression veineuse centrale en mesurant le diamètre de la veine cave inférieure, en monitorant l'incidence cardiaque. Il ne faut pas trop vider les malades avant d'instaurer un traitement vasodilatateur pour prévenir ces hypotensions symptomatiques. Et rappelez-vous aussi que les patients chez qui vous allez prescrire le sacubitril/valsartan doivent au moins arrêter les IEC pendant au moins 36 heures, comme ça a été fait dans l'étude. Maintenant, qu'en est-il de la place du sacubitril/valsartan dans l'insuffisance cardiaque aiguë? Alors, pour répondre à cette question, on a une nouvelle étude, une étude a été publiée dans ce sens, c'est l'étude Pionnier HF, qui a été publiée dans le New England aussi. Alors, dans cette étude, on a randomisé des patients hospitalisés pour une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, qui avaient au moins de 40% des feux durant les 6 derniers mois, mais qui avaient une aggravation des symptômes et des signes physiques d'insuffisance cardiaque en rapport avec une surcharge volémique. Leur taux de NT-proBNP était supérieur à l'admission ou pendant le screening était supérieur à 1600 picogrammes par ml ou le BNP supérieur à 400 picogrammes par ml. Alors, c'est des patients qui se stabilisent d'abord en hospitalisation, c'est-à-dire au moins 6 heures avant ils avaient une pression artérielle supérieure à 100 mm de mercure, ils n'avaient pas d'hypotension symptomatique. C'est des patients qui n'ont pas besoin d'une augmentation des diurétiques pour qu'ils soient soulagés. C'est des patients qui ne sont pas sous traitement vasodilatateur. Mais ce qui est encore important, c'est que ces patients, on a arrêté au moins les inotropes pendant au moins 24 heures avant l'administration du traitement sacubitril/valsartan. Alors, le design de Pionnier est comme suit. Alors, 2 bras. Alors, un bras chez qui on va initier, une fois stabilisé, le sacubitril/valsartan et continuer pendant au moins 8 semaines après la sortie. Et le deuxième bras, c'est un bras chez qui on ne va pas initier le sacubitril/valsartan, on va leur donner plutôt l'enalapril, un IEC, au tout début pendant l'hospitalisation, qui sera optimisé. Et puis, ils vont sortir après 8 semaines. On va démarrer le sacubitril/valsartan chez ces malades. Et donc, on va faire un suivi sur 12 semaines. Donc, on aura un bras qui va recevoir le sacubitril/valsartan depuis l'hospitalisation pour une insuffisance cardiaque aiguë à fraction d'éjection réduite et qui va être poursuivi pendant au moins 12 semaines, et un bras qui va recevoir 2 mois d'enalapril optimisé, et puis qui va passer au sacubitril/valsartan et on aura le suivi sur 12 mois. Maintenant, quel est l'effet donc de ces deux molécules, sacubitril/valsartan et l'enalapril, sur le NT-proBNP? Je rappelle que c'est un marqueur, le NT-proBNP est un marqueur qui est intéressant en termes de diagnostic de l'insuffisance cardiaque, en termes aussi de réponse au traitement. Alors, en d'autres termes, les patients qui baissent leur NT-proBNP, qui sont en insuffisance cardiaque aiguë, sont dits des patients qui sont bons répondeurs. Et lorsqu'un médicament permet de baisser le NT-proBNP, on dit que c'est un médicament qui est efficace. Alors, tout cela pour dire que, regardez en rouge, parce que chez les patients ou le groupe de patients chez qui on a démarré le sacubitril/valsartan, on assiste à une réduction qui est significative du taux de NT-proBNP, donc une réduction qui est rapide dès la première semaine d'utilisation, et bien sûr, et qui est plus importante que la baisse du NT-proBNP par l'enalapril. Regardez qu'à partir de la première semaine, on assiste à une phase plateau, mais la réduction du sacubitril/valsartan est maintenue, mais de façon plus importante que l'enalapril. Et puis, à partir de la 8e semaine, lorsqu'on switch dans le bras enalapril au sacubitril/valsartan, on assiste à une réduction plus rapide et plus intense du taux de NT-proBNP dans le bras chez qui on avait initié l'enalapril pour rejoindre plus ou moins le taux de NT-proBNP dans le bras qu'on avait reçu dans le bras sacubitril/valsartan. Mais est-ce que cette baisse du NT-proBNP par l'association, une baisse importante, rapide du NT-proBNP par l'administration ou après l'administration du sacubitril/valsartan était transmise à la baisse des événements cardiovasculaires? Dans cette même étude, on remarque très bien que pour un critère composite primaire qui est composé de décès, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et le recours à l'implantation de l'assistance monoventriculaire gauche. Regardez chez le bras de patients qui étaient en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, qui étaient hospitalisés en urgence et chez qui on avait démarré le sacubitril/valsartan pendant l'hospitalisation. Remarquez très bien qu'on a une réduction de ce critère composé primaire de façon significative par rapport aux patients chez qui on avait initié le traitement par de l'enalapril. Mais ce gain, il est plutôt conduit par une réduction du taux de réhospitalisation pour décompensation cardiaque chez la population de malades chez qui on avait initié le sacubitril/valsartan en premier par rapport à l'enalapril, mais pour une mortalité qui est pratiquement similaire.
pratiquement aucune transplantation cardiaque et le même taux de patients qui avaient recours à une assistance monoventriculaire. En termes de critères de sécurité, regardez très bien que le sacubitril/valsartan il est non inférieur à l'énalapril en termes d'aggravation de la fonction rénale, non inférieur à l'énalapril en termes d'hyperkaliémie, avec un peu plus d'hypotension symptomatique, mais ce n'était pas significatif, et un peu moins d'angioœdème par rapport aux IEC. Mais en tout cas, les P ne sont pas significatifs pour tous ces événements en rapport avec la sécurité d'utilisation. Donc, le fait d'initier le sacubitril/valsartan dans une insuffisance cardiaque aiguë à fraction d'éjection réduite, elle permet une baisse plus importante du NT-proBNP par rapport aux patients qui étaient sous IEC. Elle permet d'obtenir moins de réhospitalisation pour décompensation cardiaque et on n'aura pas plus d'effets secondaires que l'énalapril. Et bien sûr, la prévention de la mortalité pratiquement sera similaire par rapport à l'énalapril. Mais on aura donc un gain, surtout en termes de prévention des réhospitalisations pour décompensation cardiaque. Et enfin, je voudrais vous parler aussi de cette étude qui m'a paru un peu intéressante, c'est l'action du sacubitril/valsartan chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque, mais avec une fuite mitrale fonctionnelle. Alors, c'est une étude qu'on appelle Prime Study, alors qui a randomisé 118 patients, donc deux bras, un bras de patients qui vont recevoir l'association sacubitril/valsartan et un bras qui va recevoir le valsartan tout court. Donc, on aura un suivi, donc on va faire une échographie chez tous ces malades qui ont bien sûr une fuite mitrale et bien sûr, on va suivre l'évolution de cette fuite mitrale pendant au moins 12 mois. Alors, regardez encore ici que il faut savoir que la surface de l'orifice régurgitant et le volume régurgitant sont des critères qui sont reconnus et retenus comme diagnostic pour l'insuffisance mitrale fonctionnelle. Et regardez, on est parti de ces éléments de base, des sorts qui étaient significatifs dans les deux bras. Le P n'était pas significatif, mais pendant le suivi, on commence à voir une réduction de la surface de l'orifice régurgitant et du volume régurgitant chez les deux bras des patients, mais de façon plus significative dans le bras sacubitril/valsartan, puisque le changement du sort et du volume régurgitant était plus important dans le bras sacubitril/valsartan par rapport au valsartan. Donc, on peut dire que le sacubitril/valsartan est supérieur par rapport au valsartan dans l'amélioration de la fuite mitrale fonctionnelle chez les patients en insuffisance cardiaque. Voici donc preuve en images. Ces images figurent dans le même article. Regardez l'exemple ici de la fuite mitrale qui paraît sévère, bien que l'extension du G n'est pas retenue dans le diagnostic d'insuffisance mitrale sévère. Mais regardez ici que l'extension du G de Doppler-Wöhler, elle touche le toit de l'oreillette gauche. Et bien sûr, vous regardez le rayon de Pisa qui est à 0,9 cm ou 9 mm. Ici, la surface de l'orifice régurgitant étant de 32 mm² avec un volume régurgitant à 46 ml. Et puis, un an plus tard, les patients qui étaient sous sacubitril, ce patient a été mis sous sacubitril/valsartan pendant le suivi. Et puis, un an plus tard, regardez, l'extension du G n'est pas plus importante qu'avant, avec un rayon de Pisa qui est à 5 et un volume régurgitant qui est réduit et un sort qui passe à 10. Donc, on passe d'une fuite mitrale qui est fonctionnelle sévère à une fuite mitrale qui est pas modérée. Donc, l'effet du sacubitril/valsartan est plus bénéfique dans la réduction de la fuite mitrale fonctionnelle et donc l'amélioration du pronostic de ces malades. Que disent les recommandations de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite chez les patients en classe 2-4 de la NYHA, publiées dans le ESC en 2021, c'est les recommandations européennes. Regardez très bien que les IEC, bien sûr, ils gardent toujours leur place en première position en classe 1 avec niveau de preuve élevé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, pour réduire le risque d'hospitalisation et de décès, à côté du bêta-bloqueur et des anti-aldostérones. Mais ce qui est encore plus important, c'est que le sacubitril/valsartan, il est recommandé d'ajouter le sacubitril/valsartan, ou plutôt remplacer les IEC par le sacubitril/valsartan pour obtenir un bénéfice supplémentaire en termes de réduction des hospitalisations ou de décès d'origine cardiovasculaire. Et donc, actuellement, les médicaments qui sont recommandés en première position après avoir décongestionné les malades, on a bien sûr les IEC, mais de préférence les ARNI qui sont le sacubitril/valsartan, et puis le bêta-bloqueur, les anti-aldostérones et les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose qui sont l'exemple de SGLT2. Et bien sûr, les Américains aussi font la même chose, puisque chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque réduite, ils préfèrent donc démarrer les ARNI pour bloquer le système rénine-angiotensin-aldostérone. Ils recommandent donc, ou ils préfèrent plutôt, démarrer le sacubitril/valsartan en première position au lieu de démarrer un IEC ou un ARA2 seul. Alors pour conclure, le blocage du système rénine-angiotensin-aldostérone, donc c'est toujours demeure la pierre angulaire du traitement de l'insuffisance cardiaque
à fraction d'éjection réduite. Le sacubitril/valsartan, donc il a donné, fait preuve, il a fait ses preuves en termes de prévention des événements cardiovasculaires majeurs, notamment le décès d'origine cardiovasculaire et les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque chez la population des malades qui ont une fraction d'éjection réduite. Donc un gain qui est supplémentaire par rapport aux IEC. Donc, il permet aussi de réduire les hospitalisations pour décompensation cardiaque de façon plus importante que l'enalapril seul. Mais pour atteindre ces objectifs-là, il faudrait bien sûr optimiser nos patients pour obtenir la dose de 100 mg 2 fois par jour. Le seul blocage qu'on pourrait avoir, c'est surtout la baisse de la pression artérielle ou les hypotensions qui peuvent être parfois symptomatiques. Mais là aussi, il ne faut pas priver les malades du traitement, mais plutôt, il ne faut pas trop les vider avant d'instaurer le traitement. Et bien sûr, il faut attendre un petit moment, le temps que le patient récupère un peu en termes de fraction d'éjection, en termes de débit cardiaque, en termes de pression artérielle, pour obtenir une meilleure tolérance du traitement. Et bien sûr, il faut respecter la phrase qui dit que le traitement de l'insuffisance cardiaque est un traitement sur mesure. Donc, il faut respecter l'hémodynamique du patient. Je vous remercie. Merci, professeur Benona, pour cette présentation. Je ne sais pas ce qu'on fait, Madame Bell. Est-ce qu'on enchaîne avec la deuxième présentation? Bon, tu as des cas cliniques. Oui, si. Donc, je crois qu'on discutera à la fin, mais sauf s'il y a des questions de l'audience, s'ils veulent des explications. Est-ce que vous voulez des explications avant d'entamer les cas cliniques ou vous voulez la fin? Bon. On fait les cas cliniques et après Oui, je crois. Vas-y. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, très bien. D'accord. Donc, je vais enchaîner avec la deuxième présentation et je vais présenter quelques cas cliniques de patients qui ont une aisance cardiaque. Donc, ça va illustrer tout ce que le professeur Benouna a dit. On aurait aimé être en présentiel, comme ça la discussion sera plus intéressante, mais puisqu'on est toujours en distanciel, donc si vous avez des questions, vaut mieux les laisser soit par message, soit prendre la parole par la suite. Et vaut mieux prendre la parole par la suite et poser vos questions. Et donc, soit professeur Benouna, soit pour discuter les cas que je vais présenter. Alors, c'est des cas d'insuffisance cardiaque de tous les jours. Je vais commencer par un premier cas. Donc, c'est une dame qui est âgée de 68 ans, diabétique depuis 15 ans sous insuline, hypertendue sous ARA2. Et elle a aussi une aisance rénale chronique qui est modérée avec un débit de filtration glomérulaire à 50 ml par minute. Donc, elle est venue avec un papier d'un bon de sortie. Elle était hospitalisée dans une structure privée pour un non-stémie, ce qui était écrit non-stémie compliquée d'une aisance cardiaque, FE altéré. Donc, c'était une semaine avant qu'on la voie. Donc, et son ordonnance, elle avait de l'aspirine, une statine, le sacubitril/valsartan, à dose de 50 mg 2 fois par jour, la Zilix 5 comprimés par jour, la Lactone un demi-comprimé par jour et de la triméthazidine pour la douleur. Elle n'était pas sous clopidogrel à ce moment-là. Donc, elle a consulté pour une aggravation de la dyspnée et des douleurs thoraciques étaient toujours persistantes et c'était des douleurs thoraciques angineuses. Donc, à l'examen clinique, sa saturation était à 88%, elle était orthopnéique, elle avait une petite tension à 105 sur 78 mm de mercure, sa fréquence cardiaque à 85 battements par minute. Elle avait un systolique foyer mitral de 6e. Et à l'auscultation pulmonaire, les crépitants dépassaient les mi-champs et elle avait des œdèmes membres inférieurs qui arrivaient jusqu'au genou. Et donc, cliniquement, c'est une décompensation cardiaque globale et plus ou moins, elle est sévère. Donc, à l'ECG, elle a un rythme régulier sinusal, le PRT normal. Et donc, dans son ancienne hospitalisation, c'était mentionné comme quoi elle avait un sous-décalage de ST en latéral. Donc, c'est toujours la même chose. Elle avait un sous-décalage du segment ST en apicolatéral. Donc, le bilan, l'hémoglobine était une légère anémie à 11,4, le bilan d'hémostase normal, et elle a aggravé sa fonction rénale. Donc, auparavant en 50, maintenant le DFG, il a 16 ml par minute avec une créatinine à 39, une légère hypercalémie à 5,2, et cette troponine était à 400.
Et au cours de l'ancienne hospitalisation, on a revu son bilan, était à 1000 nanogrammes par ml comme troponine ultra sensible. Donc, une hyperglycémie aussi à 3,8, son hémoglobine glycée était aussi élevée, avec une CRP à 60. Et son bilan hépatique était aussi perturbé, que ce soit pour les ALAT ou AZAT, les deux étaient 2 fois la normale. Alors, pour son échographie, comme vous pouvez le voir, c'est une très mauvaise qualité parce que le patient était orthopnéique, donc difficilement on faisait l'échographie. Ici, c'est une coupe parasternale grand axe. On voit qu'il y a une petite hypokinésie inférolatérale. Le septum n'arrive enfin, pas très bien à le voir, mais elle était aussi hypokinétique. Donc, pour le 4 cave et la 2 cave, on voit très bien que c'est juste les segments basaux qui bougent, que ce soit pour la paroi inférocérebrale ou l'antérolatérale. L'apex, il est akinétique, avec les segments médians aussi sont akinétiques, et ça fait un effet Takotsubo-like. Donc, l'oreillette gauche a été dilatée, avec une insuffisance mitrale, je vais montrer par la suite, était considérée comme moyenne à sévère. Donc, pour le profil hémodynamique, donc il avait le pression remplissage élevé avec un profil restrictif. Il avait un rétrécissement aortique moyennement serré, la surface aortique 1,2 cm², estimée par équation de continuité. Et sa fraction d'éjection était estimée à 34% par Simpson-Biplan. Alors, au total, il s'agit d'une cardiopathie ischémique avec un effet Takotsubo-like, la fraction d'éjection à 34%, pression de remplissage élevée, une insuffisance mitrale moyenne et des pressions pulmonaires à 48 mm de mercure. La veine cave inférieure était dilatée à 24, non compliante et le péricarde était sec. Alors, à ce moment-là, pour la prise en charge initiale, on l'a mise sous oxygénothérapie, bien sûr, mise en condition, position semi-assise. Et vu l'aggravation de la fonction rénale, donc on est obligé d'arrêter le sacubitril/valsartan. À ce moment-là, on se demandait est-ce qu'il fallait déjà l'introduire lors de la première hospitalisation. Le DFG aussi, les bas, donc on a arrêté l'aldactone. On a gardé le valsartan seul. Et bien sûr, après vérification de l'académie, au début c'était à 5,2, mais après, avec les diurétiques, ça a baissé. Donc on a introduit le valsartan et on a introduit le clopidogrel sans dose de charge. Avec de l'aspirine, on l'a gardé, elle prenait toujours et on l'a mis sur HBPM une seule fois par jour. Normalement, c'est une indication à l'HNF, mais vu que la surveillance elle est difficile, donc on s'est mis d'accord avec le néphrologue pour qu'elle reçoive une dose de 0,6 ml une fois par jour. Elle a pris du Lazilix en SAP, 300 mg sur les 24 heures. Et bien sûr, on a mise sous antibiotiques pour sa CRP qui est un peu élevée, pour traiter un peu l'infection, 2 grammes par jour de triaxan, et on a gardé sa statine. Alors maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il faut faire une coronarographie ou une urgence? Parce que si on suit les recommandations, un non-stémie avec une insuffisance cardiaque, c'est une indication à une coronarographie et éventuel geste de revascularisation en urgence. Mais cette patiente, elle est en insuffisance cardiaque qui est sévère, c'est un sub-OAP, elle a aggravé sa fonction rénale et le fait d'injecter le produit de contraste peut la déstabiliser. Donc normalement, ce qu'il faut faire, c'est la stabiliser sous diurétique et par la suite, voir comment elle va évoluer et faire une coronarographie. Donc, maintenant, la coronarographie, elle est conditionnée par l'évolution de la patiente et l'évolution de la fonction rénale. Ou bien est-ce qu'il faut laisser juste un traitement médical seul, comme il a été fait lors de la première hospitalisation, considérer que c'est une insuffisance cardiaque chronique et garder le sacubitril/valsartan et laisser la patiente sous traitement médical, ou bien on fait une viabilité, puisqu'on va considérer que c'est une cardiopathie ischémique, la FE elle est altérée, avant de faire tout geste, on fait une viabilité. Alors, donc, avant de prendre la décision, on a suivi un peu la patiente. Donc, au bout de la première semaine, elle commençait à s'améliorer, était hospitalisée bien sûr, avec régression des signes d'aisance cardiaque. Et, avec le CG qui n'a pas modifié, elle a gardé toujours les troubles de la repolarisation. Et au bout de la deuxième semaine, enfin la première semaine, on a cassé le flux, on a eu déjà un profil mitral qui s'est normalisé. Mais au bout de la deuxième semaine, les pressions de remplissage sont devenues vraiment basses avec une anomalie de la relaxation. Les pressions pulmonaires ont baissé aussi. La fraction d'injection était stationnaire, donc elle ne s'est pas améliorée. Et le bilan de contrôle, c'était plus un syndrome cardio-rénal aigu. La créatinine a baissé juste avec les diurétiques. On l'a trouvé à 15 versus 39, je pense, à l'admission. Donc, on a maintenu l'arrêt de l'aldactone, on a gardé le valsartan seul aussi, et on est passé à la voie orale, la ZX1 comprimé x2, et on a introduit une petite dose de bêta-bloquant avec de l'ivabradine.
Donc, on ne voulait pas être très agressif. Donc, la mise sous 6,25, l'association ivabradine carvedilol 6,25 sur 5 mg, un demi-comprimé x2. Et pour la douleur, on a ajouté un dérivé nitré par voie orale. Et vu l'évolution favorable, avec plus ou moins une amélioration de la fonction rénale et même de l'état clinique, donc on a indiqué une coronarographie donc, qui a été faite. Donc, lors de la réalisation de la coronarographie, donc normalement, on allait passer en voie fémorale, mais on n'a pas trouvé les poux fémoraux. Donc, c'était une occlusion de l'aorte, c'était un syndrome de Leriche, l'aorte distale, ça prenait même les artères rénales, d'où la fonction rénale qui est légèrement altérée. Donc, sur cette première séquence, on voit le tronc commun en haut, donc c'est un réseau gauche, la CX qui descend en bas, l'IVA qui passe en haut. On voit bien que sur la CX distale et sur la marginale, il y a des sténoses qui sont étagées avec un lit d'aval qui est plus ou moins de 2 mm. Et sur la deuxième incidence, c'est l'incidence une crâniale où on voit bien l'IVA. Donc, on a déjà fait la formation sur la coronarographie. Donc, on a 2 sténoses serrées au niveau de l'IVA moyenne, juxtaposées avec les artères qui est calcifiée. Et on voit bien sur les séquences tardives ici qu'il y a une reprise de la coronaire droite. Donc, l'artère coronaire droite, elle présente une occlusion chronique du segment moyen. Donc, c'est une patiente tritronculaire. Le score syntaxe était à 23. Elle a une double sténose serrée de l'IVA moyenne, une occlusion une sténose serrée de la CX distale, une occlusion de la coronaire droite proximale, avec l'huile d'aval qui est plus ou moins normal. Donc, normalement, si on suit les recommandations, c'est une indication, un pontage aorto-coronaire. Mais la patiente, elle a une mauvaise capacité fonctionnelle, elle bouge très peu, donc avec une fraction d'éjection qui est plus ou moins altérée, elle est obèse. Donc, le risque opératoire, il est élevé. Et staffé, on a décidé juste ensemble de faire une angioplastie de l'IVA seule et de laisser les autres artères pour un traitement médical. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a un syndrome de Leriche, donc c'est une patiente plurivasculaire, ce qui aggrave un peu son état clinique. Alors, après 2 semaines, donc, on a injecté un minimum de produit de contraste lors de la coronarographie, c'était même pas 15 ml. Donc, c'était 3 incidences. Et après 2 semaines, on a réhydraté, on a contrôlé la fonction rénale, était toujours stationnaire, elle n'a pas bougé, et on a fait une angioplastie. Donc, on a fait un seul stent au niveau de l'IVA moyenne, comme vous pouvez le voir. Donc, un seul stent qui a couvert les 2 lésions, et le résultat, il était bon, même si les diagonales étaient un peu pincées, mais elles étaient toujours malades avant de faire l'intervention et étaient avec un lit d'aval qui est pathologique et grêle. Donc, après, la patiente n'a plus présenté de douleur. Cliniquement, elle avait une dyspnée stade 2, donc avec une tension artérielle qui s'est normalisée, 13 sur 16 cm de mercure. Et cliniquement, on n'avait plus de signe d'aisance cardiaque. De CG, il n'y a pas de modification parce que déjà sur la CX, on ne l'a pas traité, donc elle a gardé les troubles électriques sur le territoire latéral. Avec la réhydratation, la créatinine, elle a même baissé à 13 sans qu'il y ait d'augmentation des pressions de remplissage à l'échographie. Et la fraction d'éjection après le traitement de la cardiopathie ischémique, au moins de l'IVA, parce que c'est l'artère qui est l'artère pronostique, donc elle a augmenté à 40% versus 34%. Alors par la suite, vu l'évolution favorable, et la patiente, on a une bonne constante hémodynamique, la fonction rénale elle est stable. Donc, on a décidé de démarrer de reprendre son traitement, sacubitril valsartan, de commencer par une petite dose, 50 mg, un demi-comprimé x2, et puis augmenter progressivement la dose. Et 1 semaine après, on n'a pas introduit l'aldactone en même temps que l'upério, donc on l'a laissé 1 semaine après l'introduction de sacubitril valsartan. J'ai mis en point d'interrogation les inhibiteurs de la CGLT2, tout simplement parce que pour un patient qui a une aisance cardiaque, donner tous ces médicaments, ça coûte un peu cher. C'est une dame qui va prendre le clopidogrel avec l'aspirine, le sacubitril valsartan, une statine qui coûte aussi cher, l'association bêta-bloquant ivabradine. Donc, généralement, si on donne les CGLT2 aussi, déjà, ça devient très cher, ça peut atteindre même les 3 000 dirhams par mois, ce qui est très cher, même pour même une personne qui a les moyens, ça devient cher. Alors, pour l'échographie de contrôle, comme on peut le voir maintenant, il est bien stabilisé. Sa fréquence cardiaque, elle s'est normalisée. On est à presque 60 battements par minute. Et sur le septembre, il bouge bien. On le voit bien maintenant. On garde une hypokinésie de la paroi inférolatérale.
mais elle n'est pas akinétique complètement, mais juste hypokinétique. Sur la carte cavité, donc on voit qu'il y a une aisance mitrale au moins moyenne. Pour les troubles cinétiques, on a gardé une hypokinésie de l'apex, voire une akinésie, et le segment basaux et médian, il commence enfin surtout le segment médian qui ne bougeait pas bien avant, ça commence à bien bouger. Donc on a estimé au moins une fraction d'éjection à 40% avec une bonne évolution. Alors maintenant, sur la pression pulmonaire, ça a baissé aussi. Donc c'était à 30 mm de mercure avec une 24 à 18 qui était compliante. Donc, les messages clés à travers ce cas clinique, c'est maintenant quand on a une patiente enfin n'importe quel patient qui est sous sacubitril/valsartan, que ce soit pour l'introduction ou pour savoir s'il faut le garder ou pas, si on a des signes d'aisance cardiaque, il ne faut pas introduire le sacubitril/valsartan parce qu'au lieu d'améliorer l'état clinique, ça va aggraver l'état clinique. Aussi, quand on a une tension artérielle limite ou bien une fonction rénale altérée, quand le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30, il faut soit arrêter, soit ne pas donner le sacubitril/valsartan parce que ça peut mener à des effets délétères, comme chez cette patiente-là. Une particularité aussi, chez les patients qui ont une aisance cardiaque avec une cardiopathie ischémique, de préférence, avant d'introduire le sacubitril/valsartan, pas de préférence, il faut obligatoirement traiter la cardiopathie ischémique avant d'introduire le sacubitril/valsartan, parce que généralement, on peut avoir de la sidération, de l'hibernation, ou des patients qui sont déjà en ischémie patente. Donc, il faut les traiter, faire une angioplastie s'il faut la faire, et puis penser au sacubitril/valsartan. À ce moment-là, ces patients vont tirer bénéfice plus du traitement s'ils sont bien traités sur le plan de leur cardiopathie ischémique. Donc voilà, si vous avez des questions par la suite concernant ce cas, donc vous les posez et vous les gardez. Donc on va passer au deuxième cas clinique. C'est un monsieur de 55 ans qui n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire. Il a des antécédents de mort subite dans la famille, donc un des parents, et bien sûr il a des tantes aussi, des cousins et plusieurs morts subites. Donc cliniquement, il a consulté pour une dyspnée aggravative, stade 3, de la NYHA. Il n'a pas de douleur thoracique. Sa tension artérielle était à 125 sur 80 mm de mercure. La fréquence cardiaque, 118 battements par minute. Il n'avait pas de crépitement, mais des œdèmes aux membres inférieurs. Donc, il a consulté essentiellement pour la dyspnée et les œdèmes des membres inférieurs. À l'ECG, il a un bloc de branche gauche complet avec une durée d'EQRS à 140 millisecondes. Donc, à l'échographie, comme vous pouvez le voir, c'est assez clair. Donc, le VG est très dilaté. Il est à 73 mm. Donc, on voit qu'il y a une aisance mitrale minime et la paroi, c'est une hypocontractilité qui est globale. Ici, sur la carte cave aussi, on voit l'aisance mitrale qui est minime, l'hypocontractilité globale. L'aisance tricuspide aussi, qu'on voit, elle est légère, qui permettra d'estimer les pressions pulmonaires et l'oreillette gauche, elle est dilatée. Donc, sur la 3 caves, il y a 2 caves, toujours la même chose. Et si on doit estimer la fraction d'éjection, donc là, on l'a calculé, c'était maximum à 20-25%. On n'a pas fait de strain pour ce patient, mais la fraction d'éjection, elle est très altérée. Donc, le profil mitral, il est restrictif. Les pressions pulmonaires sont élevées, presque à 40 mm de mercure. Et comme vous pouvez le voir, le diamètre du ventricule gauche, il est à 74 mm. C'est très important. Donc, c'est un patient qui était traité en ambulatoire. Donc, il n'a pas été hospitalisé, il était mis sous aspirine et statine. On a introduit un ramipril à 2,5 mg par jour. Il a pris de l'Azix comprimé, un comprimé x3 par jour. Et l'aldactone, 50 mg, un demi-comprimé par jour. C'était bien toléré, il n'y avait aucun problème. Et donc, les cours de suivi, le patient il a bien évolué. Donc, régression des signes d'aisance cardiaque, au contrôle échographique, les pressions de remplissage sont basses. Il avait un bilan biologique qui était correct, notamment la fonction rénale. Et on a introduit une petite dose de bêta-glucane sous bisoprolol de 2,5 mg par jour. Et bien sûr, on a fait une coronarographie pour étiqueter de savoir ce qui se passe. Elle était normale.
Et avec cette histoire de vaccination et tout le reste, donc le patient, tout le monde se renseigne. On a suspecté une myocardite. Lui aussi, il a beaucoup pensé au myocardite. On a fait une IRM cardiaque. Donc, il y avait pas de myocardite, mais c'était une cardiomyopathie dilatée avec des zones de fibrose. Donc, ce qui augmente un peu le risque rythmique chez ce patient-là. Alors, dans le suivi, on a introduit le sacubitril valsartan, 50 mg fois 2 par jour, avec une bonne tolérance. Et au bout de quelques jours, on a augmenté la dose à 100 mg 2 fois par jour. Donc, le contrôle écho, c'était presque la même fraction d'éjection, 20-25%, mais cliniquement, on était en stade 2 toujours. Donc, il y a une amélioration clinique. Déjà, initialement, sur l'IEC bêta-bloquant, mais maintenant, avec le sacubitril valsartan, on a maintenu cette amélioration clinique. Donc, c'est un patient qui a consulté en France. Il a fait une étude génétique, vu les antécédents familiaux, et on a trouvé une mutation du gène LMNA qui est très impliqué dans la cardiomyopathie dilatée et très impliqué aussi dans les morts subites. Donc, c'est associé à un risque rythmique qui est très élevé. Donc, on a proposé au patient pour qu'il fasse un dépistage familial. Et maintenant, il a reconsulté ici au Maroc. Donc, vu l'aspect à l'ECG, on a un bloc de branche gauche qui est complet, une durée à 140 millisecondes pour les QRS. La fraction d'éjection, elle est restée 20-25%, même avec l'amélioration de la symptomatologie. Donc, on a proposé pour un défibrillateur triple chambre, ce qu'il fera en France très prochainement. Donc, voilà pour ce deuxième cas clinique. Et donc, brièvement, on passera au troisième cas clinique. C'est une dame de 69 ans qui était diabétique sous insuline et inhibiteur de la CGLT2, hypertendue. Elle était vaccinée contre le Covid. Donc, elle est suivie par une insuffisance cardiaque chronique qui est très connue avec une coronarographie normale. Intéressant. Elle était sur valsartan, 100 mg fois 2 par jour, le bisoprolol à 5 mg par jour, c'était la dose maximale tolérée. Aldactone 25 mg par jour et son aspirine et statine. Donc, elle a fait une décompensation cardiaque globale. Donc, elle présentait une dyspnée depuis 2 semaines avec des épisodes de fièvre non chiffrés. Et à son examen, elle avait une tension qui était normale à 12 sur 7 cm de mercure. La fréquence cardiaque était 80, tout de même elle est élevée. Et elle désaturait à 88% à l'air libre. Elle avait un souffle systolique de 6e au foyer mitral. Donc, c'est un souffle d'insuffisance mitrale avec des crépitants à mi-champ, avec des œdèmes membres inférieurs. Et à l'ECG, c'est un rythme régulier sinusal avec toujours des troubles de la repolarisation latérale qu'elle avait depuis longtemps. Alors, le bilan, il a une insuffisance rénale modérée avec un DFG à 48 ml par minute. Sa kaliémie était normale. Une anémie en rapport avec l'insuffisance rénale chronique avec A10. Une lymphopénie à 1000 avec une CRP à 60 et des dimères à 1300. Vu la lymphopénie et les épisodes fébriles, donc on a fait un scanner thoracique, donc on a retrouvé une atteinte Covid estimée à 40%. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur l'échographie, on voit qu'il y a sur la parasternale grand axe, on a une hypocontractilité qui est globale, la valve aortique qui n'est rien de particulier. On voit une aisance mitrale qui est au moins modérée ici, qu'on doit confirmer en carte-cavité. Et en carte-cavité, on voit que l'hypocontractilité aussi, elle est globale. Le ventricule droit, il est un peu dilaté. C'est à cause de l'hypertension pulmonaire. Et on voit une aisance mitrale modérée avec une aisance tricuspide modérée. Alors, le profil est normalisé. Les pressions de remplissage sont élevées. Le E' sur le E sur E', il est à 14. La veine cave, elle était très dilatée à 29, non compliante. Et la pression pulmonaire, c'était au moins à 47 mm de mercure si on estime la POD à 20 mm de mercure ici. Donc, c'est une patiente qui était hospitalisée, mise sous oxygénothérapie dans un service Covid. Elle a pris du Lasix en SAP, 300 mg sur 24 heures avec supplémentation potassique, de l'HPPM à dose curative, l'enoxaparine. Et on a gardé la même dose de bisoprolol. Donc, on n'a pas baissé la dose, puisque une décompensation qui a l'air d'être modérée. Donc, on a laissé la même dose. Pour le sacubitril valsartan, c'était la grande discussion. Est-ce qu'il faut l'arrêter? Mais ici, on a des constantes hémodynamiques qui sont restées stables. Elle n'a pas altéré son débit de filtration glomérulaire de façon sévère. Et c'est une patiente qui a une kaliémie aussi normale. Donc, on a laissé le sacubitril valsartan. On ne l'a pas arrêté chez cette patiente. Elle a reçu son antibiothérapie avec l'amoxicilline acylclave, avec l'azithromycine et une corticothérapie. C'est une patiente qui était gérée par les réanimateurs. Et pendant le suivi, la patiente elle a bien évolué, donc elle n'a présenté plus de signes d'aisance cardiaque.
et la fraction rénale était normale. Elle a été déclarée sortante après 3 semaines d'hospitalisation. Donc, à travers ces 3 cas cliniques, donc on voit l'intérêt d'une bonne thérapeutique d'une aisance cardiaque. Savoir quand il ne faut pas démarrer le sacubitril/valsartan, c'est essentiellement quand on a une fonction rénale très altérée, quand le patient il est déjà en aisance cardiaque qui est sévère, il n'est pas jugulé, quand sa tension artérielle elle est basse, quand son débit de filtration glomérulaire il est bas aussi, à ce moment-là, il faut savoir temporiser. Et le deuxième message clé que je veux faire passer, quand on a une cardiopathie ischémique, il ne faut pas s'empresser de démarrer le sacubitril/valsartan parce qu'il faut traiter la cardiopathie ischémique en premier, vu que le patient il a une ischémique, il en souffre et ça contribue à la baisse de la fraction d'éjection. On voit très bien beaucoup de patients qui se présentent pour un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage segment ST, on les traite et ils gardent une fraction d'éjection plus ou moins altérée jusqu'à 4 à 6 semaines. Et avec la sidération, ils reprennent par la suite. Si on introduit le sacubitril/valsartan par la suite, chez ces patients-là, c'est comme si on traitait un patient qui a une aisance cardiaque à effet préservé. Il faut savoir temporiser, voir l'évolution, comment elle se fera. Et après un mois, si on garde toujours, après le traitement, un mois après le traitement de la cardiopathie ischémique, si le patient garde toujours une fraction d'éjection altérée, c'est à ce moment-là qu'il faut démarrer le sacubitril/valsartan. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions, donc. Bravo, merci. C'est vraiment très intéressant. Des cas cliniques qui sont très parlants. Donc maintenant, la parole est à l'audience. C'est vrai, les messages que tu as apportés, Salim, sont très intéressants. Sacubitril/valsartan est un bon médicament, mais il faut savoir donc éliminer les contre-indications avant d'introduire, parce que sinon, effectivement, on fait l'effet inverse. Pas que le malade. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Vous pouvez prendre la parole si vous voulez, ou vous pouvez envoyer au niveau du chat vos questions. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est Dr Amouri Zaid, résident en début de troisième année au service. J'aimerais remercier professeur Benouna et professeur Aros pour leur très belle présentation et la qualité leur qualité d'orateur. Moi, j'ai juste une question par rapport au premier cas clinique qu'a présenté Oussad Aros. C'est par rapport à l'introduction d'emblée de l'association ivabradine-carvedilol. Je voulais juste savoir, parce que d'habitude, on a plus au service l'habitude de débuter le bêta-bloquant et essayer d'atteindre des doses optimales. Et par la suite, si on n'arrive pas à atteindre des fréquences cardiaques optimales chez le patient, c'est à ce moment-là qu'on décide d'ajouter peut-être de l'ivabradine. Je voulais juste savoir dans la conduite, peut-être l'expérience personnelle de professeur Arros ou de manière générale, est-ce qu'il y a indication à les démarrer les deux d'emblée? Oui, merci Zed pour cette question. Si on suit les recommandations, normalement, il faut introduire les bêta-bloquants en premier et voir l'évolution, comment se fera par la suite, si on est dans les objectifs ou pas, et après introduire le carvedilol, qui a aussi un intérêt enfin, l'ivabradine, qui a aussi un intérêt, et ça améliore le pronostic des patients en aisance cardiaque. Mais en pratique, quand on a une aisance cardiaque, on sait toujours que les premiers jours, il ne faut pas donner enfin, les deux molécules, il ne faut pas les donner, il faut juguler l'aisance cardiaque. Moi, en pratique, qu'est-ce que je fais? Une fois, généralement, sur le plan clinique, on a une amélioration, mais sur le plan échographique, l'amélioration, elle tarde un peu. Donc, la baisse des pressions de remplissage, elle est souvent un peu tardive par rapport à la clinique. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude pour diminuer les effets secondaires des bêta-bloquants et être un peu rassuré? Donc, on introduit une petite dose de bêta-bloquant et en même temps, avec le carvedilol, ça nous permet de baisser un peu la fréquence cardiaque en attendant d'augmenter par la suite jusqu'à baisse des pressions en remplissage, la dose du bêta-bloquant. Donc, en pratique, moi, c'est ce que je fais. J'ajoute du carvedilol qui a une demi-vie qui est courte. Donc, si on a un problème, on peut l'arrêter. Avec de l'ivabradine, et ça, généralement, on peut baisser la fréquence cardiaque dans les premiers jours. Mais il faut que cliniquement, le patient soit en amélioration, c'est-à-dire qu'on ait le moins de crépitants et moins de démembrement inférieur. Merci, Oussad. Merci. Mais c'est vrai qu'avant, on disait qu'il faut une baisse des pressions de remplissage avant de démarrer le bêta-bloquant. Mais moi, généralement, en pratique, c'est ce que je fais. C'est une fois cliniquement, le patient s'améliore, j'introduis une toute petite dose de bêta-bloquant. Et généralement, c'est le carvedilol que j'introduis.
Salim, je peux prendre la parole aussi. Oui, bien sûr. Je voudrais te féliciter par rapport aux cas cliniques que tu as choisis. Ils sont variés. On est devant trois situations différentes. Les cas étaient très explicites et complets. Pour le premier cas, on a parlé d'un patient qui est venu en situation de syndrome coronaire aigu. Et je pense que, comme tu l'as bien décrit, il est clair, hein, que la revascularisation myocardique dans le non-STEMI et dans le STEMI, elle est indispensable à l'amélioration de la fraction d'éjection VG et du pronostic à court et à long terme des patients, indépendamment du traitement médical. Maintenant, on a bien dit dans la littérature tout à l'heure que même il y a des études publiées dans ce sens, le sacubitril valsartan à la phase aiguë de l'infarctus, ça n'a pas donné grand-chose parce qu'ici, les phénomènes qui sont responsables de ces dysfonctions ventriculaires gauche, ce sont des phénomènes qui sont réversibles après revascularisation. Je parlais aussi du deuxième cas. Si je me rappelle bien, c'est le cas de l'insuffisance mitrale, le cas d'insuffisance cardiaque gauche. Rappelle-moi le deuxième cas, s'il te plaît, Salim. La patiente, c'est une patiente qui était déjà sous sacubitril valsartan. On t'entend pas le. Ton micro, Salim. Voilà. Excusez-moi. Deuxième... Maintenant? Oui, mais maintenant, oui. Le deuxième cas. Qui était déjà sous sacubitril valsartan. Et elle a décompensé. Donc, c'est une patiente qui a décompensé, qui est passée en classe 4 de la NYHA, et sa fraction d'éjection était basse. C'est ça, elle était en OAP. Et elle a aggravé sa fonction rénale. Elle est passée à un DFG qui était à 15 ml par minute. Et ton attitude était plutôt d'arrêter carrément le sacubitril valsartan et de l'aldactone, parce qu'elle était à la fois sous aldactone et sous sacubitril valsartan. Donc, le fait qu'on a un facteur de décompensation qui était l'aggravation de la fonction rénale, donc il était tout à fait légitime d'arrêter le traitement. Mais comme tu l'as bien dit, une fois que tu as restauré, que tu as décongestionné ta patiente, on a une amélioration de la fonction rénale, on a une amélioration des paramètres des pressions de remplissage, de la classe fonctionnelle, etc. Maintenant, je pense qu'il faut, en termes de traitement, il faut réintroduire en hospitalisation, comme l'a démontré dans l'étude que Pioneer Heart Failure, si on veut suivre cette étude-là, il serait plus judicieux de redémarrer le sacubitril valsartan à de faibles doses, si elles sont bien tolérées, avant de trop vider le malade. Il ne faut pas à ce moment-là donner trop de diurétiques pour casser le flux rapidement. Des fois, on vide trop les malades. C'est normal, si on redonne du sacubitril valsartan, elle va chuter sa tension. Et si elle chute sa tension, elle va diminuer le débit de perfusion rénale, elle va aggraver sa fonction rénale et rebolote. On retrouvera dans le cercle vicieux. Donc, je pense que, comme tu as fait, redémarrer une petite dose de sacubitril valsartan et optimiser le traitement comme on faisait pour les IEC. Et la Pioneer HF a démontré clairement le bénéfice de démarrer en intra-hospitalier le sacubitril valsartan pour les patients qui se permettent d'acheter ce produit. Tu as bien sauvé le problème du prix. Et donc, ces patients-là vont bénéficier à la fois de la baisse du NT-proBNP de façon plus importante et rapide, mais aussi ils vont bénéficier d'une réduction des réhospitalisations pour décompensation cardiaque. Tu sais très bien, Céline, tu l'as bien dit, il y a des patients qui sont hospitalisés 3 semaines. C'est vrai que l'hôpital, chez les patients qui sont ramédistes, on ne se rend pas compte du coût de l'hospitalisation, mais si on se met dans la situation d'un médecin qui travaille dans le secteur libéral et qui a besoin d'hospitaliser un patient pendant 3 semaines en unité de soins intensifs, les diurétiques ne coûtent pas cher. Mais une nuit en unité de soins intensifs, ça coûte beaucoup plus cher. Moi, j'ai l'impression que si dans cette situation-là, après qu'on ait stabilisé la patiente, bien sûr, améliorer la fonction rénale, si on la met sous sacubitril valsartan et qui va permettre de réduire la réhospitalisation des malades par rapport aux IEC, c'est un goût, ça a aussi un gain en termes de coût de soins. Donc, c'est vrai que le produit, c'est l'équivalent des AOD, des nouveaux anticoagulants avec l'AVK. On a souvent l'impression que le produit coûte plus cher, mais si on voit le coût des hospitalisations pour les accidents hémorragiques aux AVK, on se rend compte que c'est le coût du produit. Je ne suis pas en train de défendre le produit, mais on essaie de discuter le deuxième cas clinique en fonction des résultats de la littérature. Moi, je pense que si le patient tolère une optimisation, si on arrive à atteindre les 100 mg 2 fois par jour du sacubitril valsartan, on sera sûr, hein, qu'on aurait au moins baissé, on ne va pas revoir les patients tous les 2 mois, 3 mois pour des décompensations cardiaques. Maintenant, je voudrais discuter, si tu me permets, le troisième cas clinique. Le troisième cas clinique, là aussi, c'est un patient qui a décompensé, hein, c'est ça? Il avait une veine cave. On ne t'entend pas, Salim. Tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? Attends, non, je voulais te dire, on répond à tes 2 premières questions. Oh là là,
Je voulais parler du troisième cas clinique. Oui. Non, mais Oui, attends, madame. c'est parti là. Non, on Je vous suis entend très bien, déconnectée. madame. On vous entend très bien. Vous m'entendez? Pourquoi j'arrive pas à voir moi la présentation? Euh, Chat? je n'ai pas Je la sais pas. Il faut la C'est pas repartager. grave. Je voulais à Rally. Laisse Oui, la troisième question, le troisième cas, pour rebondir sur tes remarques sur le cas par cas. D'accord? d'accord, c'est bon, ça marche. Et comme ça, donc, on va donner la parole à tout le monde et probablement il y aura d'autres choses qui vont être discutées. D'accord, bien sûr. D'accord? Donc, tu gardes ta question que tu reposeras tout à l'heure. D'accord, Merci. ça marche. Donc, pour le premier cas, c'est ça, Rally, c'était par rapport euh, à La l'arrêt du. récupération. C'est ça. Donc, normalement, on l'a arrêté parce que la patiente, elle a aggravé sa fonction rénale. Et à ce moment-là, Exactement. on se demandait est-ce qu'il ne fallait pas l'introduire au départ. Parce que c'est une patiente qui a fait tout de même un non-stémie, même si la fonction rénale était plus ou moins, enfin, c'était pas très altéré, mais c'est une patiente qui a fait tout de même un non-stémie. Il fallait peut-être faire une coronarographie, voir l'évolution déjà traiter l'insuffisance cardiaque en premier. Et peut-être cette hospitalisation d'une semaine était un peu courte. Généralement, c'est très bien que les patients qui présentent une insuffisance cardiaque, généralement, c'est une hospitalisation qui est un peu prolongée. Chez nous, ici, on peut le faire, mais généralement, dans le secteur de l'Ibéra, ça demande beaucoup d'argent. Et les patients sont rapidement jugulés, ils les font sortir. C'est une patiente, effectivement, donc une fois jugulée, on a traité la cardiopathie ischémique, et là, on a eu une amélioration tout de même clinique, mais non satisfaisante, et le gardien était toujours en ISMESA 2. Donc à ce moment-là, on était autorisé à démarrer un traitement par sacubitril/valsartan. Et généralement, maintenant, ça remonte à un mois. Et l'introduction de sacubitril/valsartan par la suite, une fois que la patiente était stabilisée, elle était sans incident. Donc, elle a gardé des constantes hémodynamiques qui étaient normales et même la fonction rénale ne s'est pas altérée. Et sa dernière créatinine était à la 13. Donc, voilà pour la première remarque Le de deuxième. poser. Je voulais rebondir sur un petit peu tes remarques concernant justement la réintroduction de sacubitril/valsartan. C'est clair que parmi les recommandations, c'est qu'il ne faut pas assécher le malade. Donc, c'est clair qu'il faut laisser un petit peu le malade relativement humide. Maintenant, si il y a quand même des éléments. Pourquoi? Donc, je crois que le sacubitril/valsartan n'a pas été redémarré rapidement. C'est qu'il avait une toute petite tension, si j'ai bien gardé en mémoire le temps patient. Donc, là aussi, il faut temporiser. Donc, il faut quand même ne pas trop assécher. Je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas donner de très fortes doses, mais en même temps, il faut un petit peu faire pour que la pression artérielle tolère. Oui. Donc voilà ce que je voulais que l'audience Oui. un petit peu dise les remarques concernant les observations. Je voulais ajouter un autre élément concernant justement les indications. Les indications sont très larges pour le sacubitril/valsartan, mais attention, il y a certaines indications qui ne sont pas vraiment bien claires. Moi, je me souvenais un cas d'une patiente qui avait une cardiotoxicité. Et cette patiente, effectivement, donc, au lieu de voir un petit peu le problème de la chimiothérapie, on lui a introduit toutes les sauces du traitement de l'insuffisance cardiaque sans tenir compte de la chimiothérapie. Donc, vraiment, il faut savoir les indications pour que ça donne de meilleurs résultats. Par contre, Madame Abbas, si vous permettez, la Oui. remarque que vous venez de faire par rapport à la pression artérielle, c'est une remarque qui est pertinente. Parce que c'est vrai que la baisse de la tension, la pression artérielle ou la pression artérielle qui limite des patients est un frein par rapport à l'utilisation, que ce soit du sacubitril/valsartan, mais aussi des IEC. Dans cette situation-là, donc si par exemple on démarre les faibles doses de sacubitril/valsartan et on n'arrive pas parce que le malade tolère mal, on peut vous proposer le schéma classique, démarrer le 8e de la dose, par exemple du ramipril, comme a fait Oussad Aros pour son patient, et essayer d'optimiser
comme on fait de façon classique chez les patients onlutiques. Et dès qu'on arrive à une pression artérielle, à une dose qui est significative de l'IEC, c'est-à-dire que notre patient il tolère bien une dose importante de l'IEC, l'équivalent comme dans l'étude paradigme, quand on arrive à la dose équivalente de 10 mg 2 fois par jour d'enalapril, et s'il reste symptomatique, on peut rajouter même s'il est asymptomatique, si on switch au sacubitril valsartan, on aura peut-être un gain supplémentaire en termes de réhospitalisation, de diminution de la réhospitalisation pour des compensations cardiaques. Donc ça, c'est par rapport au frein de la pression artérielle. Mais si la pression artérielle le permet, bien sûr, et si bien sûr le patient financièrement on peut passer directement au schéma du sacubitril valsartan. D'accord, donc je crois, Salim, il y a des questions sur le chat. Dr Khalmouchi qui pose la question en pratique, comment pallier à l'hypotension symptomatique sous sacubitril valsartan? Voilà, on a essayé déjà de répondre à la question. Déjà, dès le départ, si on a une hypotension, il faut éviter de prescrire jusqu'à ce qu'on ait une hémodynamique qui est correcte. Mais si le patient il fait des hypotensions sévères sous sacubitril valsartan, à ce moment-là, soit il faut réduire la dose de moitié, soit quand les hypotensions sont vraiment sévères, à ce moment-là, je pense qu'on sera obligé de l'arrêter. Mais généralement, si on a une hypotension, il faut vérifier à ce moment-là la fonction rénale et on la trouvera altérée. Si c'est vraiment dû au sacubitril valsartan. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, Salim, c'est qu'il faut d'abord arranger le profil hémodynamique. Parce que c'est vrai que tu ne peux pas introduire, et ton profil hémodynamique est relativement très altéré. En parlant, Je ne sais Madame pas ce que tu Rali, penses, Rally. Oui, vas-y. vous avez parfaitement raison, et c'est ça la question. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le traitement général de l'insuffisance cardiaque, il est sur mesure. Par exemple, si on a un patient qui est rapide et qui a une pression artérielle qui est limite, 10 ou 10,5, et qui a une fréquence cardiaque à 100, et qu'à l'échographie, il a baissé ses pressions de remplissage, il ne crépite plus, Salah l'a dit très clairement tout à l'heure, on peut démarrer une très faible dose de bêta-bloquant, et on a fait ça plusieurs fois en unité de soins intensifs, dans l'unité du post-soin. Quand on ralentit le patient, et on le revoit le lendemain, il améliore sa pression artérielle. Parce que le fait de bloquer le système nerveux autonome, il y a une espèce de stimulation aussi du système rénine-angiotensin-aldostérone, et on aura une pression artérielle qui s'élève, et c'est à ce moment-là qu'on pourra réintroduire l'inhibiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone, la molécule qu'on veut. Moi, je pense qu'il faut toujours jouer sur ces molécules-là. On démarre pas, on ne bloque pas le système rénine-angiotensin en première position chez ces patients qui montrent un profil hémodynamique en rapport avec une hyperstimulation du système nerveux autonome, en d'autres termes, qui sont tachycardes. Donc, si le profil du malade est plutôt rapide, il faut commencer par bloquer le système nerveux autonome, par un bêta-bloqueur ou l'association bêta-bloquant-ivabradine, comme on l'a présenté pour cette cellule. Et après, on surveille la pression artérielle. Et généralement, on a une espèce d'amélioration de la pression artérielle qui peut monter jusqu'à 120 mm de mercure. Et c'est à ce moment-là qu'on peut bloquer le système rénine-angiotensin-aldostérone. Oui, exactement, c'est ça, professeur Benana. Il y a une question de Dr Slimaoui. Donc, concernant les patients qui ont une aisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, qui améliorent leur fraction d'éjection après traitement étiologique, comme une revascularisation, est-ce qu'il y a un intérêt à garder ces patients sous traitement standard de leur insuffisance cardiaque? Donc, tu veux commencer par répondre, professeur Benona? Oui, c'est une question qui est très pertinente. Alors, honnêtement, il est vrai que les patients qui ont une aisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, la question ne se pose plus. Il faut bloquer les systèmes hormonaux avec tous les moyens qu'on dispose pour pouvoir améliorer la fraction d'éjection. Donc, cette amélioration de la fraction d'éjection, elle est en grande partie due à la revascularisation myocardique, mais aussi au traitement médical. Parce qu'après un syndrome coronaire aigu, il y a toujours une part de viabilité, mais il y a une part aussi de segment qui nécrose. On a souvent, parce que même la définition d'une fraction d'éjection préservée actuellement, on peut la dire entre guillemets, parce que comment on évalue cette fraction d'éjection? Maintenant, on va rentrer dans les détails de la mesure de la fraction d'éjection. Est-ce qu'on est en section de biplan? Est-ce que c'est le strain? Donc, on aura toujours une insuffisance cardiaque quand même qui est là. Et je pense que l'intérêt de démarrer un traitement, de garder le traitement médical, il est primordial, à dose optimale pour garder cette protection myocardique, garder cette protection
protection contre la mort subite et contre les réhospitalisations pour décompensation cardiaque, parce que c'est clairement démontré dans toutes les physiopathologies de l'insuffisance cardiaque que l'activation des deux systèmes neuro-hormonaux est très néfaste à court et à long terme. Moi, je pense qu'il faut garder ce traitement. Exactement. Tant qu'on a une insuffisance cardiaque qui était mise sous traitement, était bien tolérée, mais même avec l'évolution de la fraction d'éjection, que ce soit suite à un traitement étiologique ou pas, il faut garder le traitement. Donc, peu importe le traitement qui a été donné, que ce soit sacubitril, valsartan ou autre, donc il faut garder le traitement par la suite. Merci, Voilà, professeur. La question, là, je crois que, je ne sais pas si le docteur Silmaoui a insinué ça ou pas, c'est que le traitement de l'insuffisance cardiaque est un traitement très cher et que si tu veux donner effectivement toute la thérapeutique, ça, c'est vraiment, tu l'as très bien dit tout à l'heure, docteur Salim, c'est plus que 3000 dirhams le mois. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça ce que tu as insinué, docteur Silmaoui? Est-ce qu'il faut choisir un traitement? Est-ce qu'il faut donner quel traitement il faut donner? C'est ça ou pas? Oui, madame. Oui, madame, c'est ça, madame. C'est ça ma question. Donc, si un patient il améliore sa FE, par exemple, sous traitement médical ou après une revascularisation, donc on n'est plus dans l'activation des systèmes hormonaux. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut garder le blocage de ces systèmes chez ces patients qui améliorent leur FE? Voilà, madame. Je voulais juste demander ça. Je pense que j'ai eu la réponse. Donc, on a compris. Écoute, les recommandations disent effectivement, pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est tous les piliers. Mais le pilier du blocage du système rénine-angiotensin-aldostérone, ils disent que soit les IEC, soit les ARA2, soit les ARNI. C'est-à-dire, ils ne te disent pas donner d'emblée des ARNI. Donc, il faut bloquer le système rénine-angiotensin-aldostérone. C'est ça l'essentiel, c'est ça un des piliers. Donner le deuxième pilier qui est le bêta-bloquant, le troisième pilier éventuellement de l'aldactone. Et voilà, donc c'est ce que les recommandations veulent dire. Mais Madame D'accord, Abel, merci vous avez beaucoup. parfaitement raison, mais le message clair à retenir, même si on a l'apparition de nouvelles générations de médicaments, il ne faut pas avoir juste la main facile pour aller directement vers ce qui est nouveau. Comme on dit en arabe, excusez-moi de cette phrase-là, mais c'est exactement, il faut garder les principes du traitement de l'insuffisance cardiaque. Il faut décongestionner les malades. Parce que quand on a des veines caves à 29, quand on a des pressions élevées, il faut garder les mêmes principes. Il faut décongestionner les malades. Mais une fois que les malades sont stabilisés, vous pouvez à ce moment-là bloquer, comme a dit le professeur Bell, le système rénine-angiotensin-aldostérone par toutes les molécules qui existent. Mais bien sûr, comme les recommandations le disent, c'est vrai qu'il y a une protection supplémentaire quand on rajoute le sacubitril et valsartan, mais cela ne veut pas dire qu'il faut prescrire chez tous les patients. Bien sûr, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en considération, notamment l'observance thérapeutique, qui est un élément très important. Alors, si votre malade ne pourra pas se procurer ce produit-là, je préfère qu'on lui donne un produit qu'il va pouvoir acheter et je préfère qu'on ait une observance thérapeutique parce que c'est ça l'intérêt. Notre intérêt, c'est de protéger le malade et d'améliorer leur pronostic à court et à long terme. Donc, mais en fonction aussi des moyens qui sont disponibles. Mais on ne va pas obliger un patient qui a, par exemple, une ordonnance qui coûte 4 000 ou 5 000 dirhams à prendre des molécules qui sont de nouvelle génération. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec un patient qui ne prend rien du tout. Ils ne vont pas tomber dans ce piège. C'est ça le message que je voudrais C'est transmettre. pour ça que les laboratoires, vous devez faire un grand effort pour le prix de sacubitril valsartan. Parce que c'est vraiment pas du tout donné et c'est pas toujours évident pour que le patient puisse l'acheter ou le garder. C'est pour ça, Madame Beck, que la prévention cardiovasculaire reste le meilleur traitement de l'insuffisance cardiaque. Il faut que les gens arrêtent de fumer, il faut équilibrer le diabète. On oublie souvent ces règles hygiéno-diététiques, mais j'ai eu l'occasion cette année d'enseigner avec le professeur Bell en amphi et on n'a pas cessé de préciser ces mesures hygiéno-diététiques. Ça coûte 3 fois rien, mais les gens ne respectent pas. Ils préfèrent prendre des médicaments. C'est devenu à la mode. Mais le fait de faire un régime sans sel, le fait de marcher, il faut encourager les gens à marcher au moins 30 minutes par jour, arrêter de fumer, il faut surtout équilibrer le diabète des malades. Et bien sûr, comme on a présenté Céline tout à l'heure, les patients qui sont diabétiques et qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il ne faut pas hésiter à démarrer, au lieu de donner un antidiabétique oral standard, si on peut se permettre aussi un inhibiteur de la SGLT2, on sera plus efficace à la fois sur l'insuffisance cardiaque et sur le diabète aussi. Donc, c'est pour ça que le traitement de l'insuffisance cardiaque, il est sur mesure. Donc, on n'a pas de recette miracle, mais il faut profiler les patients pour pouvoir les traiter correctement, c'est les connaître. Il faut connaître le malade sur tous les plans.
habitudes, hygiène de vie, profil fonctionnel, profil éco, électrique, pour pouvoir choisir la meilleure sauce, si on peut se permettre le terme, pour le protéger en fin de compte. Voilà. Bonsoir, madame. Oui, Patrick, vas-y. Bonsoir, Ousted. Je vous remercie pour la présentation. Il nous a été vraiment très riche en informations et on a appris beaucoup de choses, surtout par rapport au cas clinique. Et si on pouvait chaque fois en discuter au cours de notre formation, ça nous sera vraiment bénéfique. Par rapport au cas clinique, Ousted Salim, j'ai quelques préoccupations. Vous avez parlé pour le premier cas clinique, vous avez parlé de l'introduction de carvedilol chez ces malades-là après une légère amélioration clinique. Je voudrais savoir, parce que lors de la première échographie, vous avez parlé d'un aspect de syndrome de Takotsubo-like. Est-ce qu'avec l'administration de bêta-bloquants, vous ne craignez pas une augmentation de gradient intravégé avec le carvedilol? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, concernant l'année... Oui. La première question, c'était quoi? Oui, j'ai dit que vous avez parlé à l'ETT par rapport au premier cas, que le malade avait présenté un syndrome de Takotsubo-like. Alors qu'on a quand même introduit le bêta-bloquant. Est-ce qu'il n'y avait pas crainte d'augmenter le gradient intravégé chez ces malades-là? Non, il n'y avait pas de gradient intravégé et j'ai bien dit like. Like, ça simulait une cardiopathie, enfin un Takotsubo, mais c'était une cardiopathie ischémique au final. Et je pense même que c'est l'une des raisons pourquoi la patiente n'était pas mise sous Plavix. Peut-être que le médecin, il a vu cet aspect à l'échographie et s'est dit peut-être que c'est un Takotsubo, donc il a traité comme un Takotsubo et donc il a introduit un traitement médical. Mais j'ai dit like, mais c'est une cardiopathie ischémique au final, donc on passe plus au syndrome de Takotsubo, ce n'est pas un syndrome de Takotsubo. Merci, Ousted. Et une préoccupation, c'est par rapport à l'administration de fer chez les malades d'insuffisance cardiaque qui présentent une anémie. Est-ce qu'on pense qu'il est pour nous systématique de doser la ferritine sérique et s'il y a une déficience de soigner ces malades-là, ou on peut, chez ces malades, comme on n'a pas souvent l'habitude de doser le fer, de faire un traitement adjuvant avec donc un traitement martial adjuvant chez ces malades-là. Est-ce qu'il serait bénéfique? Oui, on a fait déjà beaucoup d'études ici au service, je pense, concernant le fer, l'anémie avec l'insuffisance cardiaque. Et généralement, il faut doser la ferritinémie et si elle est basse, il faut donner un traitement et ça peut aider. Il y a la ferritinémie, on l'a fait aussi dans toute insuffisance cardiaque, c'est-à-dire toute cardiopathie dilatée pour voir s'il y a une cause de la cardiopathie ischémique. Mais généralement, il faut doser. S'il y a une anémie, il faut la traiter. Alors, c'est pas le fer, l'adjonction de fer qui améliore. Il faut le fer ferreux. Il faut que ça soit vraiment par voie injectable. On a déjà essayé de faire ça, mais c'est pas évident. Donc, Madame, le fer tout seul par voie orale n'a pas montré vraiment d'effet bénéfique, sauf s'il y avait un déficit martial vraiment profond. Ça, je parle du traitement de l'insuffisance cardiaque. Il faut aussi faire attention aux anémies qui sont dues à l'hémodilution. Donc, il faut peut-être refaire la numération des patients après avoir décongestionné les patients. Et ça serait plus judicieux de refaire une numération formule. Mais bien sûr, si anémie il y a, bien sûr, il faut traiter. C'est pour cela qu'il faut avoir un bon profil des patients. Il n'y a pas que l'hémodynamique, il y a aussi les facteurs aggravants de cette insuffisance cardiaque qu'il va falloir traiter pour améliorer le pronostic des malades. Merci beaucoup, Sted. Enfin, pour terminer, je voudrais savoir, pour le malade, je pense que c'est le deuxième cas qui était suivi pour insuffisance cardiaque chronique et qui a décompensé, mais qu'on n'a pas décidé d'hospitaliser. Alors que d'autres malades, dans les présentations, ce sont des malades qui sont hospitalisés. Alors, sur ça, je veux savoir, est-ce qu'il y a des critères qui indiquent l'hospitalisation sur les malades ou le choix d'hospitalisation sur les malades d'insuffisance cardiaque? Parce que nous avons souvent de malades qui viennent en décompression cardiaque et nous jugulons aux urgences. Et maintenant, je voudrais savoir, nous, quels sont les éléments sur lesquels nous devons nous baser pour dire que ces malades peuvent être suivis en ambulatoire avec son insuffisance cardiaque, comme c'est le cas de deuxième présentation, et dans quel cas nous devons dire que ça, je dois l'hospitaliser.
Est-ce qu'il y a des critères indiquant l'hospitalisation de ces malades d'insuffisance cardiaque? Pour ce cas-là, toute insuffisance cardiaque de nouveau, normalement, doit être hospitalisée pour la gérer. Mais déjà, cliniquement, quand on a généralement des crépitants, une fois on a des signes cardiaques cliniques patents, il faut hospitaliser le patient. D'accord? Il y a des patients qui présentent une insuffisance cardiaque, qui font une décompensation qui est plus ou moins légère. Ils n'ont pas de crépitant, quelques œdèmes suivre de près, à ce moment-là, il faut le faire. Mais il faut que le patient n'aggrave pas sa fonction rénale, sa tension artérielle doit être correcte. C'est un patient qui ne doit pas être très dyspnéique, qui n'a pas besoin d'oxygène. Mais si le patient il a des crépitants à l'auscultation, des œdèmes membres inférieurs, cliniquement il est gêné, il faut les hospitaliser ce genre de patient. Je ne sais pas si vous avez, Madame Bell ou professeur Nona, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, mais tu l'as bien expliqué. Les patients, généralement, en pratique, j'ai compris peut-être la question de Patrick, c'est qu'aux urgences, il voit peut-être beaucoup de patients qui viennent pour des décompensations cardiaques et peut-être qu'il ne pourra pas peut-être hospitaliser tout le monde. Et il veut peut-être choisir entre les patients qui devraient être hospitalisés des patients qu'on ne peut pas hospitaliser. Ben, il faut essayer de démarrer un traitement aux urgences. Et si le patient répond au traitement, il ne faut pas hésiter à lui donner un rendez-vous le lendemain en hospitalisation de jour. C'est ça le but, je pense, de cette unité thérapeutique de l'insuffisance cardiaque, c'est de récupérer le plus tôt possible ces malades qui étaient en congestion la veille, une faible congestion, pour pouvoir les optimiser, les recontrôler en échographie, optimiser leur traitement, revoir les facteurs déclenchants de cette décompensation cardiaque. Et bien sûr, les patients qui baissent leur pression artérielle, qui ont une hypoperfusion tissulaire périphérique, qui cassent la diurèse, des patients qui sont trop rapides, qui crépitent un peu à mi-champ et qui sont en détresse respiratoire, ben à ce moment-là, il faut les prendre. Ben, je pense qu'il faut les prendre et il faut les vider, décongestionner plutôt en hospitalisation, en monitorant la kaliémie surtout pour éviter les troubles du rythme et l'étage ventriculaire et en cherchant et en traitant les facteurs déclenchants. Et une fois, il faut surtout, l'éducation thérapeutique est un élément très important avant la sortie des patients, que ce soit un patient en aisance cardiaque ou un patient coronarien stenté ou pas stenté. Il faut prendre un peu de temps avec les patients et leurs familles avant la sortie. Il ne faut pas se contenter de rédiger l'ordonnance médicale et de la donner à la major pour qu'elle la remette aux patients, mais il faut prendre les malades au bureau qui est à côté des soins intensifs et leur expliquer que ce traitement-là, il sert à ne plus venir à l'hôpital, à retarder plutôt la réhospitalisation, il sert à protéger les patients. Et c'est comme ça que le patient va pouvoir prendre son traitement tous les jours à l'heure que vous avez indiqué et surtout des règles hygiéno-diététiques à respecter. Ben, il faut surtout, moi je veux parler de cet élément-là, de la prise en charge qui est très important et puis même, qui a la même place, elle a le même niveau de recommandation que la prescription médicamenteuse, c'est l'éducation thérapeutique et surtout au bénéfice de l'observance thérapeutique. Donc, il ne suffit pas d'écrire, mais plutôt, on devrait expliquer l'intérêt de cette ordonnance et du bon suivi du traitement. Merci beaucoup, Steve. Aux urgences. Hein. Patrick, on a passé les gardes et je sais très bien que tous les patients qu'on reçoit aux urgences, au support, sont des patients qui ont une urgence cardiaque, sont des patients à hospitaliser. Hospitalisés pas obligatoirement au CHU, dans un hôpital périphérique, le temps d'être jugulé, c'est parce que généralement, ce sont des patients qui sont connus, porteurs d'une aisance cardiaque, et on a besoin uniquement de les juguler. Mais nous, au CHU, on ne peut pas prendre tous les patients. On prend des patients de niveau 3 qui ont besoin vraiment d'une au CHU, des patients coronariens qui ont besoin de passage à la salle de cathé. Mais pour les décompensations, on prend généralement les sévères. Mais pour les autres qui sont modérés, normalement, on doit les adresser dans un hôpital périphérique pour qu'ils soient jugulés. Les patients qui ont besoin de traitement médical sont généralement les patients que tu verras à l'hôpital du jour d'insuffisance cardiaque. Ce sont des patients qui décompensent légèrement de temps à autre et qu'on traite. Et juste sous traitement médical, ils s'améliorent. Voilà. Merci beaucoup, Steve. Il y a une question. Pas qu'on avance, il y a beaucoup de questions qui viennent. Oui, vas-y. De Dr Hatim Hajar qui pose la question sur le suivi biologique des patients qui sont sous UPRIO. Est-ce que c'est systématique? C'est-à-dire, elle parle du contrôle de la fonction rénale. Est-ce que c'est systématique et s'il faut le faire, à quelle fréquence? Généralement, je vais commencer par répondre. Je laisse la parole à Mme Bell et professeur Gnonam. Généralement, les patients qu'on met sous sacubitril/valsartan, il faut contrôler la fonction rénale avant.
Généralement, tout inhibiteur du système rénine-angiotensine, il faut contrôler sur le plan scientifique, du plan scientifique, il faut contrôler une à 2 semaines après la fonction rénale et la kaliémie, bien sûr. Mais généralement, il y a des patients chez qui on fait ça en pratique et des patients qu'on ne fait pas, mais généralement, c'est ce qu'il faut faire en pratique. Il y a un fait très important, Céline, si tu permets. Mais c'est bien qu'on ait posé cette question de la surveillance biologique du traitement, surtout pour les patients qui sont sous sacubitril/valsartan. On ne surveille pas ces malades par le BNP, mais plutôt par le NT-proBNP. J'ai oublié de dire ça, parce que, comme on a démontré dans la physiopathologie du mode d'action de cette association, elle va inhiber la dégradation des peptides vasoactifs. Donc, en fait, on aura une augmentation plasmatique du BNP, mais sans pour autant qu'elle soit due à une hypervolémie, à un étirement des cellules biocytaires ventriculaires ou auriculaires, mais plutôt à l'inhibition de la dégradation. Donc, les patients qui sont sous hypério ou sous sacubitril/valsartan auront forcément un taux de BNP élevé, mais sans pour autant dire que c'est un malade qui est en insuffisance cardiaque. Donc, à ce moment-là, il faut les surveiller par le précurseur qui est le NT-proBNP, qui sera plus efficace, plus objectif quant au suivi et au diagnostic des décompensations cardiaques chez ce groupe de malades. Ouais. Oui, merci d'avoir rappelé ça, c'est important, effectivement. Donc, tu as parlé tout à l'heure que c'est le NT-proBNP. Alors, pour répondre à la question de Hajar, l'Upério, ce sont des médicaments qu'on donne très progressivement. Donc, on titre progressivement. On commence par 50 x 2, 100 x 2. Donc, d'abord 25 x 2, 50 x 2 et 100 x 2. Donc, il faut effectivement voir la fonction rénale bien avant. Et bien entendu, à chaque fois qu'on titre et à chaque fois qu'on augmente, il faut contrôler cette fonction rénale. Et puis, dès qu'on arrive à 200 mg, c'est-à-dire 100 x 2, en général, les patients sont bien, sauf s'ils font Il faut vraiment éduquer les patients pour une déshydratation, pour des vomissements, pour des diarrhées, etc. Tout ça, ça peut aggraver la fonction rénale. Il faut très bien les éduquer pour leur dire attention pour ne pas s'assécher. Et maintenant, avec Ramadan qui arrive, il y a beaucoup de patients qui sont sous insuffisance, qui ont une insuffisance cardiaque et qui jeûnent. Il faut toujours rappeler cette notion de déshydratation avec ces produits. D'accord, merci beaucoup, madame. Dernière question, madame. Oui. Vas-y, d'autres questions, docteur? Tout à l'heure, docteur Nouna, tu voulais dire quelque chose sur la troisième observation? Je suis désolée de t'arrêter parce que il y a pas de sinon, problème, au contraire. J'ai essayé parce que Salim a bien fait le choix des cas cliniques, ils étaient un peu variés dans différentes situations. La dernière situation, on voit très bien que le ventricule gauche était claqué, une dysfonction sévère du ventricule gauche, et la patiente avait une VNCAV à 29. Donc, on peut dire que c'est une patiente qui était en classe 4 de la NYHA. Je voulais vraiment attirer l'attention de vous tous par rapport à ce profil de malade. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai présenté l'étude Paradigme, j'ai mis un encadré sur la population de l'étude. Parce que si on veut profiter des résultats de l'étude Paradigme qui a évalué le sacubitril/valsartan chez cette population de patients en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, il faut absolument faire attention à cette population. On n'avait qu'une très faible proportion de ces malades qui étaient sous enalapril et sous sacubitril/valsartan avaient été en classe 4 de la NYHA. Donc, en fait, si on veut avoir ce bénéfice du produit, il faut les utiliser chez les patients qui sont en classe 2 surtout. On avait pratiquement 3000 patients qui étaient en classe 2, et aussi, on avait 1000 patients qui étaient en classe 3. Donc, chez les patients qui sont au stade avancé de leur insuffisance cardiaque, qui ont des VNCAV à 29, qui ont des œdèmes qui arrivent jusqu'aux cuisses, etc., je pense que c'est l'évolution naturelle de l'insuffisance cardiaque. Je pense aussi que c'est des patients que leur pronostic est déjà altéré puisqu'on aura une dysfonction du ventricule droit aussi qui s'ajoute avec une fuite tricuspide des fois qui est laminaire. Par contre, Céline, la remarque que je voulais faire, c'est que c'est la patiente qui est partie en France, c'est ça, qui est prévue pour la resynchro et la défibrillation. Donc, c'est une patiente qui avait gardé une fraction d'éjection qui est basse, mais je voulais juste rappeler que l'évaluation de la fraction d'éjection VG chez cette population de patients qui va être décongestionnée, l'idéal, je pense qu'il faut se donner un peu de temps. Il faut la mettre sous traitement, optimiser, mais attendre quand même 3 mois, réévaluer la fraction d'éjection sous traitement médical optimal. Et c'est au moment où le patient reste symptomatique ou lorsqu'on n'arrive pas à améliorer la fraction d'éjection sous ce traitement médical optimal, c'est à ce moment-là que la resynchronisation et la défibrillation automatique implantable seraient intéressantes. Parce que le cas échéant, si cette malade améliore sa fraction d'éjection,
en inhibant ce système rénine-angiotensin-aldostérone, on va pouvoir sortir de la case de la resynchronisation et défibrillation automatique implantable et bien sûr se contenter de continuer le traitement médical optimal sans pour autant lui mettre ce traitement électrique qui est bien sûr coûteux et bien sûr invasif. C'était ça la remarque que je voulais faire. Juste par rapport au délai de la vérification de la fraction d'éjection après l'instauration et l'optimisation du traitement médical, quel que soit le type de traitement qu'on va donner. Mais si j'ai bien gardé en tête, cette patient avait quand même des morts subites dans la famille. Il y avait le micro. Salim, on ne t'entend pas. Vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant on t'entend. Donc, pour dire, probablement, je crois que c'était un DEF plus qu'une resynchro, parce qu'il y avait il y a un problème génétique, il y avait des antécédents de mort subite dans la famille, c'est bien ça? Exactement, il y avait plusieurs morts subites et plus que le patient il avait un bloc de branche gauche complet avec un QRS à 140. Donc, c'était l'évolution à 6 semaines ici. Donc, il est parti à 6 semaines en France. Donc, c'était un peu tôt, mais tout de même, il a gardé une fraction d'éjection qui est intéressante. Ouais. Avec les morts subites, comme a dit Mme Bell, donc il y avait, à mon sens, il y a une grande indication de défibrillation. Entièrement d'accord avec toi, vu le contexte génétique. Mais moi, je voulais parler de l'imputabilité, de l'insuffisance cardiaque, de la baisse de la fraction d'éjection VG sur la mortalité en globalement, et non pas sur le caractère génétique de cette, parce que ça change l'indication. Et je voulais aussi insister sur un fait, je posais une question plutôt. Est-ce que vous préférez mesurer la fraction d'éjection VG après les 3 mois de traitement médical? On la mesure par une IRM cardiaque avant de décider de poser un DAI ou une resynchronisation, ou bien on se contente de la mesure de la fraction d'éjection VG par 6 biplan associé au strain. Qu'est-ce qui serait l'idéal? Si on demande aux rythmologues, normalement, ils disent qu'ils préfèrent avoir une IRM cardiaque parce que généralement, ils peuvent voir le sinus coronaire et voir là où ils vont s'implanter, voir son trajet. Et à ce moment-là, donc l'IRM cardiaque et voir aussi la paroi latérale, comment elle est, parce que c'est là où on posera le triple chambre, la troisième sonde. Et généralement, c'est indiqué de faire une IRM cardiaque si on peut et voir l'évolution exacte au traitement et voir une estimation de la fraction d'éjection qui est objective par IRM plutôt que l'échographie. Généralement, c'est un peu subjectif, même si généralement on tombe dans les mêmes fractions d'éjection, mais l'IRM cardiaque, c'est plus objectif. Ok, donc on continue les questions que tu as sur le chat. Une question de Dr Michel. Donc, il parle de la place de la digoxine dans les dernières recommandations. Il était déclassé en classe 2B chez des patients qui restent symptomatiques, même sous traitement médical maximal. Donc, en pratique, chez un patient elle a été confrontée en pratique à un patient qui a une fraction d'éjection à 15-20%. Elle a eu du mal à optimiser le traitement médical. Il ne répondait pas aux diurétiques. Donc, il avait une hypotension. Ils sont passés à la dobutamine pour relancer la diurèse. Et chez ces patients, l'effet tonique cardiaque de la digoxine, qui reste un traitement accessible, arrive parfois à améliorer le tableau clinique. Très bonne question. Très bonne question pour la pratique, bien entendu, parce que la digoxine, elle améliore, mais elle n'a pas montré d'efficacité sur la mortalité. Mais sur la symptomatologie, il y a quand même une amélioration de la symptomatologie, sans pour autant d'augmenter la survie des patients. Mais en pratique, effectivement, chacun d'entre nous a une petite sauce et des remèdes qu'il utilise. Et surtout dans notre contexte, la digoxine, ça ne coûte pas cher et on peut effectivement donner, si on n'arrive pas à juguler avec le traitement qu'on a en main. Je pense que Mme Appel, la digoxine, on avait peur aussi de prescrire la digoxine à l'époque, surtout chez les malades en insuffisance cardiaque, parce que qui étaient souvent sous diurétique, et on avait le risque d'hypocalémie qui pouvait, en présence de la digoxine, entraîner des tachycardies ventriculaires ou augmenter la mort subite chez ces malades. Mais je pense que la meilleure place de ce traitement, si on veut toujours rester dans le traitement sur mesure de l'insuffisance cardiaque, même s'il est déclassé en termes de recommandations, les patients qui sont en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, qui sont en arythmie et qu'on n'arrive pas à juguler
par des doses, on n'arrive pas à monter sur les doses des bêta-bloqueurs pour les ralentir, à ce moment-là, je pense que le fait de rajouter de la digoxine au traitement bêta-bloqueur, il pourrait à la fois ralentir la fréquence cardiaque et faire profiter le malade de l'effet cardiotonique. Et donc, ça va améliorer plutôt les symptômes de cette arythmie rapide. Moi, je pense que c'est la meilleure place de la prescription de la digoxine chez ces malades. Pour les symptômes, oui, tout à fait. Ouais. Vu le cas de Dr Michel, faut bien, avant de prescrire la digoxine, il faut bien sélectionner le patient. Il faut que c'est un patient qui ait une fonction rénale qui est normale, déjà, parce qu'avec l'hyper ou l'hypokaliémie, ça peut amener la digoxine peut amener à des effets qui sont néfastes. Il faut que le patient ne fasse pas de troubles de rythme ventriculaire ou des extrasystoles ventriculaires qui sont fréquentes. Et à ce moment-là, si on est dans l'impasse thérapeutique, on veut un peu aider le patient, donc on peut prescrire une petite dose de digoxine et voir l'évolution, comment elle se fera. Mais ce n'est pas la digoxine qui va relancer la diurèse ou bien améliorer la mortalité. Et en général, la digoxine, si on l'utilise avec les bêta-bloquants, comme tu as dit, pour éviter effectivement les troubles du rythme. Mais il faut faire attention voilà, il faut faire attention quand même à la fréquence cardiaque avec cette association. Il faudrait aussi privilégier le bêta-bloqueur parce que c'est la molécule qui a démontré la baisse de la mort subite, la baisse des réhospitalisations. Donc, on privilégie toujours les molécules qui sont recommandées aux classes 1A en termes de réduction parce que notre but, c'est de réduire la mortalité, la morbimortalité. Améliorer les symptômes, c'est toujours améliorer le confort et la qualité de vie des patients est toujours souhaitable. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier de privilégier. Par exemple, si on a le choix entre bêta-bloquant et une digoxine, on prescrira bien sûr le bêta-bloquant parce qu'on est sûr qu'on va agir sur la mortalité et sur les réhospitalisations. Et la digoxine, on va la rajouter si on n'arrive pas à ralentir une arythmie chez un malade qui est en insuffisance cardiaque. Il reste 2 questions, Annabelle, et on termine, c'est ça, madame? Pardon? Il reste 2 questions et on termine, c'est ça? Il reste 2 questions. Oui, on donnera la parole au laboratoire s'il veut présenter quelque chose. Il y a une question Combien il reste? 2? 2 questions. Qui pose la question, en cas d'aggravation de la fonction rénale et en cas de diminution symptomatique de la tension artérielle sous sacubitril/valsartan, faut-il réduire la dose? Quand arrêter? Faut-il changer de classe thérapeutique? Je pense qu'on en a parlé. S'il y a une baisse de la tension artérielle moins de 10 et avec un DFG moins de 30, il faut arrêter le traitement et passer à l'ARA seul ou à un IEC, mais généralement l'ARA seul si on veut par la suite reprendre le sacubitril/valsartan. Mais si on a une tension artérielle qui reste donc correcte avec un DFG entre 30 et 60, généralement, on est autorisé à surveiller le patient, faire des contrôles réguliers, des contrôles biologiques réguliers et voir si on l'arrête ou pas. Il y a aussi un critère qui me paraît très important en termes d'évaluation de la perfusion tissulaire chez les malades. Même si on a les patients insuffisants cardiaques qui gardent une fraction d'éjection trop basse, ils sont habitués à vivre avec des pressions artérielles à 80 mm de mercure. Donc, il faut souvent avoir l'idée de toucher la main du patient en l'examinant pour savoir s'il a des extrémités froides avec une petite tension, ça sous-entend qu'il y a une hypoperfusion tissulaire. Et si le patient est sous bloqueur du système rénine-angiotensin-aldostérone, il serait souhaitable à ce moment-là de l'arrêter momentanément le temps pour améliorer la perfusion tissulaire. Mais si vous avez le patient déjà sous bloqueur du système rénine, que ce soit le sacubitril/valsartan, un IEC ou du valsartan, et qui garde une pression artérielle à 80 mm de mercure, mais qui a une bonne perfusion tissulaire, c'est-à-dire qu'il y a des mains qui sont chaudes, il n'est pas confus, il n'a pas de vertige, il n'y a pas d'hypotension orthostatique, à ce moment-là, on peut garder le traitement et suivre l'évolution clinique de ce patient. Il y a une dernière question, Dr Sami. Sa question est très intéressante. Qu'en est-il des patients en insuffisance cardiaque suite à une valvulopathie sévère non opérée? Ce sont souvent des patients polytarés avec un risque chirurgical élevé. Est-ce que la prise en charge médicale serait la même ou il faut procéder différemment? Une très bonne question. Moi, je vais donner mon opinion, mais je ne pense pas qu'il y ait une recommandation là-dessus. Pour les patients, si on a un patient en insuffisance cardiaque, FE altéré, mais avec un rétrécissement aortique, généralement, on peut le gérer comme si c'était un patient qui a une insuffisance cardiaque tout court. Et à ce moment-là, le sacubitril/valsartan, je pense qu'on peut le traiter, on peut le donner avec tout le reste de l'arsenal thérapeutique. Mais pour les autres patients qui ont une insuffisance mitrale sévère, qui a été la cause de cette
de l'insuffisance cardiaque ou bien les autres valvulopathies, à ce moment-là, c'est discuté. Je ne pense pas qu'il y ait des recommandations là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Bell et professeur Benouna. J'allais rebondir pour dire à Samy, c'est un beau travail et qui sera publié partout là où tu veux. Tu peux très bien le faire au Maroc et tu compareras effectivement tes patients qui sont... On a plein de valvulaires qui n'arrivent pas à se faire opérer. Tu les surveilles et tu prends des malades qui ont un petit peu le même profil et qui ont été opérés et tu vas comparer. Et tu vas voir que moi, personnellement, je ne sais pas. C'est-à-dire, je n'ai pas de réponse claire pour ça, parce qu'il n'y a aucune recommandation. Mais si on fait un travail dans ce sens, on aura au moins donc notre pratique qu'on peut publier. C'est un très beau travail si vous voulez faire un similaire et avoir une idée plus claire que Ouais. ce que disent les recommandations. Et il est vrai que dans les recommandations, on parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et on ne parle pas de l'étiologie de cette insuffisance cardiaque. Mais cela ne veut pas pour autant dire que chez les patients qui sont valvulaires, non opérés, au stade avancé, il faut démarrer le traitement classique de l'insuffisance cardiaque. Parce qu'on a l'impression que dans les recommandations européennes, se base sur leur population. En Europe, il est inconcevable qu'un patient valvulaire ne soit pas opéré. Il est inconcevable qu'un patient qui a un rétrécissement aortique en bas des billes et qui a une fraction d'éjection basse ne reçoive pas de TAVI. Et il est inconcevable qu'un patient qui a une fuite mitrale sévère, une dysfonction sévère du VG, n'a pas de mitral clip. Donc, du coup, eux, ils parlent, c'est des recommandations qui sont propres à une population dans un système de santé qui est particulier. Mais Mme Bell a vraiment raison parce que cette population-là, elle est propre aux pays maghrébins, africains peut-être, ou subsahariens. Et ça serait peut-être peut-être judicieux de tester ces médicaments-là chez cette population-là et vérifier l'évolution de cette insuffisance cardiaque qui a fraction d'éjection réduite, mais qui est d'origine valvulaire, non opérée ou non opérable. Et voir aussi l'évolution. Et les résultats seront vraiment, je serais vraiment curieux de connaître les résultats. Est-ce que ça va rejoindre la population européenne ou américaine qui parle de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite globalement, indépendamment de l'étiologie, ou bien est-ce que ces traitements-là de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite n'auront aucune action chez cette population qui est valvulaire non opérée à un stade avancé de leur maladie? En général, le traitement de l'insuffisance cardiaque, il faut d'abord traiter l'étiologie dès que possible. Maintenant, effectivement, si on fait ce travail, au niveau éthique, on n'a pas le droit pour comparer. Mais là, c'est différent. Le malade ne peut pas se permettre. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons pour lui de l'opérer ou ne pas l'opérer. Donc, je crois que éthiquement, on peut le faire. Parce que quel que soit X, le patient ne va pas se faire opérer, autant essayer ses médicaments. Si vous permettez, Mme Abbel, je sais que les patients de Luthier, qu'il y a pratiquement plus de 3000 ou 4000 patients, et est-ce qu'on peut étudier les patients valvulaires? On prend les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite et on prend ceux qui ont une valvulopathie non opérée. Et bien sûr, ces patients, je suis certain qu'ils seront sous traitement médical optimal à base de bloqueurs du système rénine, à base de bêta-bloqueurs, etc. Et on peut voir leur évolution au fil du temps, de façon rétrospective, et vérifier ce qu'on vient de dire à l'instant. Moi, je pense que ça peut être une idée de travail. Parce que les données, c'est ça le but d'avoir des dossiers informatisés, comme oui, bien sûr. Je crois qu'ils ont déjà fait un travail dans ce sens. Donc, c'était beaucoup plus pour les valvulopathies mitrales, mais il faut voir un peu toutes les valvulopathies, oui, bien sûr. Comme je t'ai dit, moi, je n'ai pas de réponse, donc il faut voir un petit peu notre population. Oui, avant que je te donne la parole, Salim, pour conclure, je voulais rappeler le mercredi prochain, on a un staff avec Monsieur Villemot et Monsieur, comment il s'appelle l'autre? Monsieur Malikov qui fait le vasculaire. Donc, il faut préparer les dossiers, aussi bien des vasculaires et des cardiaques. Et pour le mercredi prochain, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, je te donne la parole. On aimerait bien avoir, connaître les dossiers avant le staff, personnellement. Oui, bien sûr.
J'aimerais bien c'est qu'on ait clair. les dossiers avant, comme ça, Anna ou Salim, on pourra discuter la veille, comme ça on pourra animer le ماشي staff la veille, le lundi رسوم يكونوا le عندنا. lundi pour qu'on puisse animer le Bien staff de sûr, telle sorte à là, ce que je ce suis soit entièrement bénéfique d'accord. C'est et Anna, qu'il y oui, ait un partage d'expertise entre l'équipe française et l'équipe locale. bien sûr. Et c'est comme ça Non, que non, on pourra évoluer, nous tous, quel que là, soit là, notre niveau. obligatoire le lundi يكونوا عندنا. C'est pour ça que je rappelle. Donc, merci, docteur Amouri, qui m'a envoyé un message. Parce que sinon, la dernière fois, vraiment, j'étais malade quand je trouve qu'il y a un seul dossier, alors qu'on a des dossiers et des dossiers. Donc, aussi bien des problèmes vasculaires que des problèmes de cardio. Oui, maintenant, bon, vas-y, je te redonne la parole pour introduire les... Avant de conclure, on passe la parole au Oui, laboratoire. avant de conclure, tu donnes la parole, oui, au On remercie laboratoire. leur soutien. Oui, bonsoir tout le monde. Alors,